d'Algérie. Continuons d'en parler. Le pouvoir qui tente un passage en force. Alors, Germain Soussou, il y a quand même quelques craintes pour certains Algériens parce que même si Ali Benflis dit qu'aujourd'hui les conditions légales, procédurales sont réunies pour les élections, il y a, les autorités ont mis en place une nouvelle instance chargée d'organiser les élections qui est dirigée par un cacique du système. Non, vous savez, tout ça là, vous savez, ça se passe dans la tête. C'est pour cela que je me suis permis tout à l'heure, quand on parlait de l'Algérie, j'ai fait un exemple parlant de notre pays. Vous savez, en Algérie aussi, le pouvoir qui a toujours dit, on pense que c'est des fraudeurs. C'est une réalité. Des gens ont voulu conseiller, ils sont des conservateurs. Face à eux, lorsqu'un jour vous arrivez à mobiliser le peuple, c'est dans ce peuple que vous organisez vous-même votre bataille. Ce n'est pas ce qu'ils ont organisé qui est procédural, tout ça. Non, vous avez un peuple qui est debout. C'est à vous, les leaders, de dire, bon, voilà l'orientation qu'il faut donner. Et parmi ceux qui marchent, vous avez des gens qui ont été à l'école. Vous les organisez, vous les formez, vous les donnez des missions. Oui, vous les donnez les missions. C'est à vous d'orienter les choses. C'est pour cela que j'ai dit que l'Algérie, pendant qu'il traîne, le peuple, pour des questions politiques, quand le peuple se soulève, il veut le résultat. Plus vous traînez, il y a le doute. Vous savez, quand le doute est à un moment donné, vous arrivez à semer le doute dans le camp de l'adversaire. C'est pas pour longtemps politiquement. Mais donc, jamais vous conviendrez que dans le cadre d'Algérie, ce qui est aussi la force de ce mouvement, c'est que ça ne faiblit pas. De leader. Oui, et le mouvement ne faiblit pas. Oui, c'est justement l'absence de leader qui fait que ça ne faiblit pas. Il y a pas de mot d'ordre lancé par quelqu'un que les gens vont suivre. Les gens sortent d'eux-mêmes. Bon, finalement, ça va vite sur les réseaux sociaux et puis ils sortent. Oui, mais ça va s'échioler parce que ça fait presque un an. Non. Si, justement, c'est une grande opportunité. Et si effectivement, à un moment donné, des gens ne s'organisent plus, quand vous dites que pour le moment, c'est justement, c'est pour éviter, il y a des gens qui sont derrière. Finalement, quand on parle des élections, est-ce que des gens ne sortent pas la tête de l'eau pour dire qu'ils vont être des candidats? Donc, si vous avez marché pendant plus d'un an dans la rue, vous avez quand même des gens autour de un moment donné, une société, ça s'organise. Vous organisez les gens, vous dites, bon, voilà, nous avons décidé de faire ça, voilà l'orientation. Mais je vous dis qu'en Algérie aussi, si à un moment donné, l'armée, visiblement, c'est pas qu'ils sont cachés parce que celui qui donne les ordres, le chef d'état-major, c'est pas lui qui dirige, officiellement, c'est pas lui qui est l'homme politique, mais c'est lui qui donne les ordres. Mais, donc ça veut dire que c'est clair, ils ont un objectif, eux. Ils disent, allons aux élections, si on n'a pas de candidats, cette fois-ci, on les suscite, les candidats. Parce que je vous ai parlé de la jurisprudence. En Afrique, on a suscité des candidats. Au Togo, pendant longtemps, on a suscité des candidats, on a vu. Donc, ça est passé. Pourquoi en Algérie? Et je vous dis aussi que ceux qui nous ont quand même, ceux que nous avons appelés hier les maîtres, ceux que nous appelons les colons, ceux qui sont aujourd'hui nos partenaires, ont toujours des intérêts. L'Algérie constitue un intérêt pour les métropoles. Et vous n'allez pas me dire que ce qui se passe en Algérie, des gens ne sont pas en dessous en train de téléguider. Donc c'est vous qui voulez un certain nombre. C'est à vous de savoir que plus le temps passe, ça permet aux militaires de gagner. Ça permet même aux anciens colonisateurs de se repositionner. Mais vous ne continuez pas tout le temps de dire c'est pas ça que nous, à un moment donné, ils vont faire le forcing. Et si le forcing passe et ils maîtrisent la votre population, c'est parti. Quand le peuple est déçu, pour le ramener, c'est encore plus compliqué. C'est pour cela que je dis en Algérie aussi, il faut qu'à un moment donné, on tire les conclusions pour la ça veut dire qu'il y a, ça a été une erreur pour la classe politique, surtout l'opposition algérienne, la société civile, de n'avoir pas cherché à prendre le devant de ce mouvement depuis longtemps. Et effectivement, lorsque par exemple un mouvement se déchaîne comme ça et qu'il n'y a pas de tête, c'est vrai qu'il y a des risques que de récupération. Parfois, il y a des têtes qui sortent de l'eau et qui récupèrent, mais récupèrent négativement. C'est-à-dire qu'ils récupèrent, ils font une mauvaise utilisation de ce qui se passe. Et donc, il y a cette crainte-là. Mais on ne peut pas continuer par crainte parce que on va se noyer et qu'on ne va pas se mettre à l'eau. Je crois que les Algériens, l'opposition algérienne doit pouvoir avoir des personnes qui vont conduire. Il faut avoir des leaders qui conduisent. Et comme ça, peut-être ces leaders sont surveillés et comme de l'eau sur le, comme de l'huile ou bien du lait sur le feu par les populations qui sortent d'elles-mêmes. Mais il va falloir également qu'il y ait des leaders qui puissent aller aux négociations, qui puissent parler, que l'opposition ou bien la contestation ait un visage. Et sans visage, je crois que c'est ce que le collègue a dit tout à l'heure, que le risque est que ça périclite
parce que ça dure trop, et puis l'armée rentre dedans et fait le respect, quel que soit l'effort que vous allez faire, quelles que soient les forces que vous allez déployer, et lorsque les gens ont les moyens pour réprimer ce que vous êtes en train de faire, ils le réprimeront, et peut-être vous allez vous cacher, etc., etc., et le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui avec Gaïd Salah, ils reprendront les rênes des choses et feront avancer ce qu'il faut. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas rester comme ça continuellement. Oui, mais le problème aussi, quand vous avez des leaders qui prennent le devant et qui entament des négociations avec le pouvoir, la première chose que le pouvoir demande, c'est de faire une pause, un break dans les manifestations. Nécessairement, on ne peut pas continuer par être dans la rue et qu'on négocie. S'il faut négocier, il faut négocier dans le calme. D'autant plus que vous êtes des leaders. Si les gens se proclament leaders, ça veut dire que vous avez la capacité de tenir vos militants, de pouvoir leur expliquer, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la pédagogie pour qu'ils puissent se taire un temps soit peu. Vous retournez donc à ces négociations. En fait, si ça échoue, vous leur dites, ben, ça a échoué, ben, on peut retourner. C'est vrai que parfois, ça s'émousse. Lorsque, par exemple, on fait taire un tout petit peu les ardeurs que nous avons, ça s'émousse un tout petit peu. Et puis, pour reprendre, comme mon ami le disait tout à l'heure, c'est très difficile. Non, donc, il faut jouer avec... oui, je voudrais ajouter que les négociations dans les cas de figure sont des stratégies, c'est des pièges, c'est pas la peine. Je dis que pendant plus de 25 ans, depuis qu'on a commencé la démocratie, aujourd'hui une trentaine d'années, les élections ont déçu les gens parce que les mêmes personnes ont conservé le pouvoir. Mais à un moment donné, lorsque une situation se présente à un peuple est debout, vous jouez dans la cour de l'adversaire. C'est les élections qu'il faut utiliser. Et vous savez, à un moment, vous m'excusez de le dire, quand le peuple se lève, même s'il n'est pas encore mature, ça peut sembler comme c'est une insulte. Il faut l'utiliser politiquement pour arriver à l'objectif. Vous savez, en Afrique du Sud, lorsque le président Mandela est sorti, son peuple n'avait pas la maturité politique. Mais il savait qu'il avait une arme. L'arme, c'est le nombre. Jusqu'à présent, il l'a même pas. Oui, l'arme, mais il a réussi. Parce que comment vous pouvez arriver à l'alternance si vous ne conduisez pas ce peuple-là qui est debout à l'objectif politique qui va vous permettre de faire sortir les gens du pouvoir, tout au moins de changer la tête. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancien président en Gambie, enfin, Gambie aussi, mais c'est comme ça, à un moment donné, les gens se sont levés. Donc, en Algérie, on peut frauder n'importe comment. Tel que le peuple tel qui s'est levé, si vous l'amenez, vous lui donnez l'ordre, vous dites que il faut les dégager, c'est dans les... Organisez-vous comme des militaires, c'est une bataille. Dégageons le monsieur là. De façon pacifique. Ça va marcher. Et après, maintenant, on met les choses. David Jagbavi, c'est vrai qu'on dit que le système dégage, tout dégage. Mais on peut dégager des gens politiques, on ne peut pas dégager l'armée. Et c'est elle qui fait le jeu en Algérie. Oui, malheureusement, en Afrique, l'armée quoi qu'on dise, l'armée détient une grosse partie du pouvoir politique. Hein. C'est elle qui décide. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Soudan avec le départ de Béchir. C'est l'armée qui est au pouvoir, elle s'est imposée. Et donc l'armée algérienne a toujours été présente dans les couloirs politiques de ce pays. Et c'est cette armée qui a toujours dirigé, en tout cas, ce pays. Et tous les présidents qui sont passés ont soutenu leur pouvoir sur la disponibilité de l'armée. Et cette armée a su très bien aussi jouer son rôle en d'abord protégeant les frontières de l'Algérie. Pendant très longtemps, ce pays avait été victime des attaques terroristes. On a parlé du FIS, on a parlé d'autres organisations qui s'attaquaient à l'Algérie. L'armée est venue mettre de l'ordre dans ce bordel-là. Et aujourd'hui, cette armée a acquis tellement de pouvoir qu'elle n'a plus envie de s'en séparer. Quelques heures après le départ... La stabilité de l'Algérie oblige aussi. Oui, stabilité, mais aussi la volonté populaire. L'armée ne va pas s'imposer au peuple algérien. Si ce peuple ne veut pas de cette armée, il va manifester tous les jours. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des exilés, etc. Et l'Algérie ne va pouvoir pas décoller. Lorsque Bouteflika était parti, l'armée a très tôt fait valoir... ses envies, et le peuple algérien l'avait très vite senti. Il s'est opposé, mais cette armée aujourd'hui est toujours derrière. C'est elle qui tire les ficelles, c'est elle qui dirige le nouveau pouvoir, c'est elle qui impose. Comment pouvez-vous comprendre qu'un chef d'état-major puisse sortir, alors qu'il y a un président intérimaire, il y a des institutions, puisse sortir et dire stop, c'est bon, on va aller aux élections, voilà la date qu'on a choisie. Ça veut dire que cette armée, c'est sur quoi elle compte. Et donc cette armée va être difficilement déboulonnée aujourd'hui par le peuple.
Mais il faut que cette armée aussi comprenne qu'elle ne peut pas s'imposer au peuple algérien de peur de laisser l'Algérie dans une stagnation qui ne profitera à personne. Le second sujet que nous évoquons maintenant, c'est la Gambie, où le Parlement est appelé à se prononcer sur des poursuites contre Jammeh. L'ancien président gambien, Yahya Jammeh, a causé un tel préjudice aux finances de son pays que le gouvernement va lancer une procédure pour qu'il soit jugé pour vol et corruption. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministre gambien de la Justice. Le gouvernement accepte les recommandations formulées dans un rapport accusant Yahya Jammeh d'avoir détourné plus de 300 millions de dollars rédigé par une commission présidée par un juriste de renom. Le préjudice causé par l'ancien président Jammeh aux institutions gouvernementales, aux ressources publiques et aux entreprises d'État est tellement important que le gouvernement se doit d'introduire une motion devant l'Assemblée nationale afin que des charges soient portées contre lui pour vol, crime économique et corruption, a ajouté le ministre. Germain Sossou, est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'un effet d'annonce, d'un coup de pub? Non, aujourd'hui, le président Yahya Jammeh est derrière les barreaux. Vous savez, Yahya Jammeh est en Guinée. Pardon, en exil, voilà, adoré. Oui, voilà, c'est très facile aujourd'hui d'entamer des procédures. Il n'est pas c'est possible de le ramener, mais il n'est plus au pouvoir, c'est ça. Alors, vous savez, quand Yahya Jammeh a gouverné la Gambie, quand vous êtes chef de l'État, quand on dit qu'il a détourné le chiffre qu'on a avancé, tout ça, 3 millions de dollars, vous savez, c'est faramineux. Si Yahya Jammeh... Surtout pour la taille du pays. Oui, pour la taille. Voilà, justement. Encore faut-il aussi prouver d'où venaient les fonds, tout ça. Là, ça aussi, dans les choses, il ne faut pas annoncer, il faut prouver les choses. Mais vous savez, dans ce procès aussi, si on tient, c'est un procès économique à partir de ce moment-là. Donc, un procès économique, ça veut dire que ça va aussi, même politique, ça va au-delà du président de la République. Et si Yahya Jammeh comparaissait, ou à défaut, il a gouverné avec un certain nombre de ses collaborateurs. Ils ne sont pas exemples. C'est quand vous êtes président, vous êtes responsable. Parce que vous êtes président, c'est à vous, on dit. Mais dès que le procès va s'ouvrir, beaucoup d'autres têtes vont tomber. À partir de ce moment, lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'enclencher un tel procès, ça veut dire que tous les pesanteurs ont été mis au fait. Ça veut dire que vous savez, y compris même hier, les regardés dont nous parlons, tout ça là, la corruption en Afrique a servi véritablement à maintenir les chefs d'État au pouvoir. C'est pour cela que rarement en Afrique, vous voyez des procès de corruption pendant que les chefs d'État sont en exercice. Vous n'en avez pas, c'est rarement. Parce que parfois, sans connaître totalement les organisations de la société civile publique, ces choses, ils ont de la complicité. Donc, est-ce que c'est un fait ça va être un fait de paille? Je ne crois pas cette fois-ci. Je crois que la Gambie a besoin des finances. Il s'agit aussi d'une stratégie. Lorsqu'on dit qu'on va élire, on va juger le chef de l'État, alors qu'il est en exil, il n'est pas chez vous, tout ça là. Mais oui, on fait pression sur le chef de l'État. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'à part le chef de l'État, il y a des hommes d'affaires qui ont fait... Quand on dit que quelqu'un a détourné autant de sous et il n'est plus chef de l'État, c'est dans les caisses de qui ça se trouve ces sous-là? Ou bien, je ne sais pas, c'est avec d'anciens malades. Ça veut dire qu'il y a des sous qui sont, si c'est avéré, qui doivent être actuellement à l'extérieur. Donc, un procès économique, ça a des tentacules, y compris même ceux-là qui peut-être auraient donné l'argent et qui ont permis les détournements. Parfois, quand le chef d'État détourne, ce n'est pas en Afrique ici qu'on positionne. Ça retourne là où on dit. Donc finalement, on prête, on devient esclave et ça retourne là-bas. Donc, ce procès-là, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une annonce simple. Il a un objectif. Il va permettre de rapatrier quand même avec un certain nombre d'accords. Par rapport aux banques extérieures où les sous sont là. Parce que si les gens ne veulent pas que ça s'éclabousse, ils sont obligés maintenant de négocier. Donc il y aura un certain nombre de sous qui vont revenir en attendant de voir la chose. Parce que quand vous êtes au gouvernement aussi, il faut avoir aussi des moyens de pression. Voilà. Alors, juger Jammeh Basil Agbo, c'est pour vol, corruption, détournement de deniers publics et tout. On veut récupérer l'argent? Moi, pendant longtemps, moi je me disais, à chaque fois que on intente des procès contre les présidents pour vol, pour je ne sais quoi, mais je me dis, est-ce qu'on favorise des alternances au pouvoir? Parce que lorsque vous avez le pouvoir, vous avez des
possibilités, vous avez de la latitude pour mener des affaires et pour avoir des moyens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le président de la République a des ouvertures, des capacités pour avoir des moyens et pour réaliser des choses. Pour le pays. Pour le pays, pour lui-même, il est un individu. Bien, de toutes les façons, il est déjà, à chaque fois, il est déjà grassement payé pour ce qu'il fait. C'est vous qui le dites. Il ne dépense pas un seul rond à la fin du mois. Maintenant, il peut utiliser ça pour avoir des biens, n'est-ce pas? Il peut utiliser les moyens. Là, on parle de 300 millions de dollars, ça fait 150 milliards de francs. Je dis, à chaque fois qu'on évoque cette affaire de juger les présidents, moi je pense à l'effet que ça produit lorsque la personne est au pouvoir. Et la personne se dit, tant que je serai là, personne ne me prendra pour me juger. Auquel cas, je reste. Je demeure au pouvoir. Et personne ne me touchera tant que je suis encore au pouvoir. Et donc, ça ne permet pas une alternance facile au président exerçant. Vous voyez. Et donc, pendant longtemps, je me suis interrogé sur cette affaire. À chaque fois, on branche devant le président la lumière, nous allons te juger lorsque tu ne seras pas président. Nous allons te juger, nous allons te juger. On ne facilite pas une alternance dans l'esprit de celui qui dirige. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, dans ce cas, juger Djamé, rapatrier les sous de Djamé en Gambie. Non, ils sont passés sous, hein. Mais c'est vous qui pensez que c'est des personnes passées sous. Mais il a fait quoi? Il faut qu'on donne la preuve. Il faut qu'on donne la preuve aujourd'hui que jamais. Non, attendez. 150 milliards. Des gens n'ont jamais été présidents, mais ils ont plus d'argent que ça. Ouais, je sais que Dangote en a plus. Dangote en a plus. Mais vous faites 22 ans au pouvoir. Oui. Donc, il a des ouvertures, il a des possibilités. Qui te dit que le président ne peut pas faire des affaires à lui-même? Non, je continue. On doit prendre le côté. Oui, parce que ce que Basile dit m'étonne et ça me surprend allègrement. Mais vous savez, quand vous arrivez au pouvoir en Afrique, avant d'exercer le pouvoir, qu'est-ce que les lois disent? Vous prêtez serment. Vous déclarez, même normalement, avant, vous déclarez vos biens. La déclaration des biens, vous prêtez serment. Voilà. Vous prêtez serment sur ou la Bible, ou le Coran, et sur votre constitution, sur les textes qui régissent la vie du pays. Et en prêtant serment, vous dites, il y a une phrase qui passe dans tous les présidents, toutes les prestations de serment. Je m'engage à servir loyalement et fidèlement mon pays. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous faites abstraction de cette partie de votre serment, ça veut dire que vous êtes un président juste. C'est la forfaiture. À partir de ça, on appelle ça la forfaiture. Les tribunaux après votre. C'est la forfaiture. Comment? Dans le même cas, on a vu ce qui s'est passé avec Gbagbo. On a vu ce qui s'est passé avec Charles Taylor. On a vu ce qui s'est passé avec certains présidents yougoslaves, je parle du président yougoslave, qui ont été traduits devant les tribunaux parce qu'ils ont été tenus responsables de crimes contre l'humanité, de génocide, etc. À partir du moment où vous tuez votre peuple et que vous êtes passible devant la justice, à partir de ce même moment, lorsque vous volez un seul franc du trésor national ou des caisses de votre pays, vous êtes passible au jugement. Ailleurs, on parle de crimes économiques. Oui, c'est ça même. Ailleurs, lorsque je ne vais pas aller trop loin, si je prends le cas de la France, on a vu des premiers ministres qui ont démissionné juste parce que ils ont pris l'avion, ils ont pris les sous de l'État pour voyager. Pour faire voyager les enfants. On a vu des ministres, on a vu des présidents. Aujourd'hui, Sarkozy est dans une situation difficile parce que on parle tout le temps de détournement sous sa présidence. Lorsque vous ne voulez pas avoir tous ces problèmes, vous avez 5 ans, vous avez 10 ans, respectez votre constitution, faites une bonne gestion saine. Partez. Il y a des présidents qui sont partis, qui sont aujourd'hui tranquilles. Oui. Personne ne les dérange. Lorsque vous arrivez au Nigeria, il y a des anciens présidents qui vont jouer au football. Au Ghana, il y a des anciens présidents qui vont jouer au ludo avec leurs concitoyens. Mais quand en 22 ans de règne, Yaya Jammeh part avec 150 milliards. Vous avez vu la petitesse de la superficie de la Gambie. 150 milliards, vous savez combien de Gambiens ça peut... Et puis regardez le... 150 milliards c'est vos calculs là qui me mettent un peu pourront mal à faire sortir l'aise, la Gambie de cette situation. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes là, mais voler, oui.
mais voler intelligemment. Même c'est même pas bon de voler. Quelle est la preuve du vol? C'est vrai qu'on sait que les présidents, ils ont beaucoup de moyens à leur disposition. Ils ont une caisse noire et tout ce qu'on veut. Ils ont aussi un salaire. Je ne sais pas combien gagne le nôtre. Si je le multiplie par 22, son salaire par mois, fois 12, fois 22, ça fait pas 150 milliards. Oui. Non, mais il a brisé quelque part. Tu prends le calcul pour faire la multiplication. Regarde d'abord le premier chiffre pour faire la multiplication. Tu peux tomber sur ce chiffre-là. Non. C'est possible. Basile, c'est-à-dire que ce que nous disons, nous partons des principes. Les principes, vous êtes un collègue, vous êtes un enseignant. Le vol, nous n'acceptons pas ça. Et ça, nous devons le dire clairement. Non, c'est pas... Le vol, c'est-à-dire que... Il y a de l'argent déposé là, vous l'avez pris. Ça s'appelle du vol. Le vol est démontré parce que la personne a de l'argent. Oui, ou bien c'est parce que... Les 150 milliards détournés n'ont pas été inventés. Voilà. On a vu comment Djamé a géré ce pays. Oui. Quand il était parti, vous avez vu le patrimoine mobilier, tout ce qu'il a abandonné, ses véhicules, en tout Gambie. cela. Mais Djamé a trouvé l'argent où On a dû mettre les véhicules en vente aux enchères. Voilà. Donc Mais en vous avez 22 ans, en 22 ans de De pouvoir, toutes les façons. vous partez avec 150 milliards de francs CFA. La Gambie n'appartient pas à Djamé. Oui, donc je voulais dire que sur ce plan, nous allons faire l'effort quand même pour ne pas soutenir ce qui n'est pas soutenable. C'est-à-dire que, non, les chefs d'État africains, dans leur majorité, à quelques exceptions près. Donc on a vu, par exemple, moi j'ai été étonné, vous avez donné le cas de M. Gbagbo quand il a quitté le pouvoir. J'ai été étonné qu'il a été indigent, parce que le monsieur, il était là, les gens l'aidaient. Donc, nous avons vu le cas quand même de Thomas Sankara et autres, tout ça là, finalement, qui ont déclaré leurs biens. Ceux à qui on a donné l'argent, oui, ils ont repris, mais ils ont versé au niveau du trésor public. Est-ce que depuis ça, vous avez des cas? Ce que nous souhaitons, on ne dit pas que ce qui appartient au président de la République, déjà, quand vous êtes chef de l'État, vous avez un certain nombre d'avantages. On vient de les citer, quelques-uns. Pour maintenant, on vous a élu parce que le peuple a des problèmes. En face de vous, vous avez une population qui croupit dans la misère. Si vous arrivez au pouvoir, vous avez prêté serment d'aider ce peuple à sortir de la misère. Et qu'au finish, non seulement vous ne faites pas sortir le peuple de la misère, mais que vous vous engraissez et à des choses de façon exorbitante. Mais il faut que vous répondiez. Sur le plan éthique et moral, il faut qu'on dise à nos enfants que l'État est une entité qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas une propriété d'un individu pour que lui s'arroge. 15 milliards, il fait quoi avec ça? Combien de 50 milliards de francs? Combien de vous prenez? Oui, donc pour ne pas nous amener à être proche, à revenir vers proche de nous. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a ça aussi dans nos murs. Ça aussi, il faut avoir le courage un jour de se dire que nous devons faire l'effort pour que demain, la manne qui appartient à tout le monde, il puisse avoir une transparence et que chacun dans les villages, vous allez un peu partout, à Koumondé, à Bafur, dans la Soli, à Mango, tout ça, les gens sont dans la misère. Mais vous seul, vous avez des milliards chez vous. Vous faites quoi avec? Et donc, il faut que les gens acceptent que demain, on s'agit quand même d'un rapport publié par un juriste très éminent. Et dans le rapport, il est dit que Djamé s'est, en 22 ans de pouvoir, Djamé s'est notamment approprié 281 résidences, propriétés terriennes, entreprises, îles, zones forestières et réserves naturelles. Tout ça, vous lui seul. Quand le juge aujourd'hui, et qu'on rapatrie, je ne sais pas ce qu'on est en train de lui reprocher d'avoir substitué à l'État, bon, ça va servir à quoi? Ah, mais comment? D'autres anciens présidents ont vu toutes leurs richesses gelées. Je me rappelle au temps de Mobutu, quand il y avait eu des problèmes. Quand Mobutu avait eu des problèmes, les milliards qu'il a déposés sur les comptes en Suisse, à l'extérieur, à l'étranger, tout ça, ces sous ont été saisis et renvoyés en RDC. Ça servira à quoi? Et ça servira à servir encore à d'autres personnes prêtes à se renflouer leur caisse, à se les renflouer. Oui, mais qu'on renvoie les sous. Qu'on renvoie et ailleurs d'autres voleurs puissent en profiter. Non, pas forcément. Pas forcément. Puissent en profiter, mais 150 milliards, j'imagine le nombre d'écoles, d'hôpitaux, de routes même qu'on peut faire. Hein. Mais juger un ancien chef d'État à faire de toutes les façons, moi, je ne suis pas dans cette ligne-là. Il n'a qu'à bien se comporter, brandir. C'est tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que le contrôle de la gestion de l'État soit faite régulièrement par des services ou bien des institutions créées
dans le pays pour éviter ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qu'il a volé. Il faut que ensemble les peuples s'organisent pour que les textes de gestion des pays contiennent de ces institutions-là qui contrôlent la gestion, quel que soit celui qui fait le contrôle. En Afrique, je te donne un exemple, Basile. En Afrique, on dit, je prends le cas de mon pays. Avant d'exercer le pouvoir, avant d'être président de la République, il faut déclarer ses biens. Ça n'a jamais été fait. C'est contenu dans notre constitution. On nous a dit qu'il n'y avait pas... Je pense que c'est toi et moi qui allons sortir pour manifester et demander au chef de l'État de déclarer ses biens. Non, il faut le mettre au chef de l'État dans les conditions de déclarer ses biens. Mais les conditions sont là. Elles sont déjà là. Il faut juste aller le faire. Et puis, c'est ailleurs des chefs d'État. Le président Boukina... Ça, il n'a même pas besoin de se déplacer, en fait. Oui, c'est pas mais c'est un huissier ou un notaire qui notifie ça. Kaboré l'avait fait. Il a déclaré ses vaches, il a déclaré ses fermes, il a déclaré les petits... On a comme l'impression que c'est un exercice très difficile. Il suffit qu'il écrive. C'est rien du tout. Dites, vous avez une villa ici, vous avez... Voilà. À la fin, il dit... C'est tout. Ça me rappelle la présentation de la déclaration des biens de Kérékou. Quand il sortait, il a déclaré 7 voitures, dont 3 en état de marche. Déjà, c'est une question de courage. Sankara l'a fait. Le problème, c'est même pour rejoindre votre idée en pensant que parfois aussi, ce n'est pas tout qu'ils ont volé. Mais le seul fait de dire, moi, Germain Soussou, j'ai été élu, je suis devenu maire. Oui, mais attends, chers collègues conseillers, voilà ce que j'ai. Bon, vous suivez, moi, on va travailler ensemble. Mais demain, vous faites un mandat, 2 mandats, et moi, j'ai eu la chance d'être de servir sous vous en tant que maire de Golfe 3. Je sais que avant qu'on ne commence, vous avez fait cet exercice-là. Mais demain, quand les gens se lèvent, je dis non. Je n'ai pas été avec lui, mais quand on était ensemble, je sais, il nous a amené. Voilà ça, il y a tel terrain. Vous ne pouvez pas prendre ça. C'est pour lui avant qu'il a été maire. Si ça aussi, qu'on cultive ça. Il s'est acheté d'autres terrains. Oui, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai dit. Après ça, il déclare aussi. Alors, on va commencer par dire. Non, l'exercice, il n'avait que 2 terrains. Maintenant, il sort. Il a dit que les 7 sont volés. C'est de dire, si à la fin, en entrant, vous déclarez un terrain et qu'à la fin, vous en déclarez 20, on regarde vos revenus. Oui, revenus. On voit si vous pouviez vous offrir ça. Sinon, non, on ne suspecte pas. On ne suspecte pas. Oui, on peut suspecter. Tu vas apporter la preuve. Entre-temps, Samuel m'a donné un terrain. On peut vérifier. Voilà ce que, entre-temps, l'autre. C'est ce que je dis, Sankara, quand les voitures qu'on a, il a dit, voilà, celui-là m'a donné. Même si je ne donne pas le nom. Voilà. Non, je donne les... Pourquoi vous êtes... Mais si hier, ça n'a pas été fait, aujourd'hui, vous, si nous mettons aujourd'hui les 150 milliards dans vos mains, vous n'allez pas aider les Gambiens à s'en sortir tel que dans la misère. Et puis Jamie avait ces 150 milliards de dollars, 150 milliards de francs CFA, ça, à lui seul. Et vous connaissez l'indice de développement humain de la Gambie sous sa présidence. La Gambie faisait partie des pays les plus pauvres au monde. C'est terrible. Et lui, il a 150 milliards de francs CFA. Il va, il fait ce qu'il veut. Sa femme, elle est une dame budgétivore. Quand on évalue... Généralement, les femmes de chef d'État, elles aiment la vie. Africaine. On a vu le cas de Grace Mugabe qui aime le bling-bling. D'accord. On va aller à la pause et on revient après le journal.